Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocast. Alors cet épisode, je vais vous expliquer, ça va être très simple. Enfin, très simple, je pense pas. Mais il va y avoir des trucs. Donc je vous conseille de rester bien accroché, de vous accrocher à votre slip et de rester bien installé. Entre temps, prenez-vous la boisson que vous voulez et je vais vous expliquer ce qui se passe. On était parti pour faire un reveal. Après, il y a eu des événements. Et quand je te dis des événements particuliers. Donc, au début, on était parti pour vous faire le reveal de celle-ci. Ouais. Mais entre temps, on a eu une demande spéciale, qui était une demande pour faire un restyling de celle-ci. Après, la vie étant ce qu'elle est, on a toujours des surprises. Et on s'est retrouvé dans l'absolue priorité de devoir faire un rebuild de celle-là. Et ça, c'était moins drôle. Donc, cet épisode, ça va être très simple. Ça va être un rebuild, un rebuild et un restyling. Hein, pas mal, ça rime en plus. Donc, restez bien accrochés. Encouragez-nous comme d'habitude. Et bien sûr, je vous dis à tout de suite juste après le générique. Ici, on parle de la 3008 GT de 2023, dernière itération avant le renouvellement définitif du modèle. Un restylage qui lui aura décidément fait du bien. Mais faisons le tour du propriétaire. Tout d'abord, cette face avant, imposante, incluant cette nouvelle calandre, au style effet tunnel très caractéristique. Superbement ajourée, dont les arêtes débordent sur le pare-choc avant, où apparaît ce magnifique lion. On remarquera également les nouveaux phares de la technologie Peugeot LED Light, très expressifs et au design très agressif. En bas, on observe ces magnifiques griffes lumineuses de la nouvelle identité visuelle, qui, bien sûr, prennent place des anciens anti-brouillards qui équipaient l'ancienne. Ceux-ci ayant cédé la leur pour ces nouveaux décors parfaitement ajourés. Et bien sûr, on remarquera l'existence d'une plaque en accastillage noir laqué du plus bel effet. Ici, Diavel a eu la gentillesse de nous prêter les deux, l'ancienne et la nouvelle, afin que nous puissions les comparer. Et vous allez voir sur ce petit travelling que vous allez remarquer les légères différences qui ont fait que la différence stylistique de la nouvelle donne un style beaucoup plus affirmé, et beaucoup plus joli d'ailleurs. Je vous laisse observer ça dans des petites images. On parle ici de la version GT qui se distingue par des options particulières que nous allons évoquer par la suite, mais continuons de faire le tour. Ici on remarque les deux baguettes chromées qui encerclent la caisse, une allant en dessous du toit et une au-dessus des portières, afin de dessiner la zone stylistique du véhicule et de donner un caractère particulier. On remarquera aussi l'arrière de ce véhicule qui change légèrement, comparaison à l'ancienne que je vous laisse observer ici en superposition d'images, où vous allez distinguer le fait que les phares ont changé, ils sont passés à la version translucide. Mais néanmoins, les petites baguettes à l'intérieur, qui sont des bandes LED, elles s'allument en rouge, ce qui donne un effet encore plus réussi à ce design qui était déjà pas mal. Ici, les codes stylistiques de Peugeot sont respectés, la bande noire laquée qui reprend le logo Peugeot, et bien évidemment ce logo GT proéminent pour vous montrer que vous avez dépensé un peu plus d'argent. Ici, le pare-choc est quasiment le même que sur la version qui est juste en dessous. Baguette chromée, insertion de faux accastillages de pare-choc à l'arrière et insertion bien sûr de catadioptres. Parlons aussi des faux échappements qui sont ici décoratifs. On verra aussi apparaître bien sûr ce logo comme je vous disais très proéminent qui reprend le style courant de chez Peugeot. On voit bien cette ligne caractéristique de GT qui elle est une calligraphie particulière. On reprend ici également une baguette chromée d'accastillage de décoration en dessous des portières, ce qui donne un style très affirmé avec ces arches de roue en plastique brut, qui bien sûr donne un côté assez particulier à la voiture. Ici les fameuses baguettes, comme vous le voyez, donnent un style parfait et joli à la voiture puisqu'elles rehaussent la ligne de caisse et donnent l'impression d'être dans un cocon. On verra aussi ces rétroviseurs en noir laqué, qui reprennent un répétiteur de clignotant, qui est très bien réussi et qui est du plus bel effet bien évidemment. Ici nous avons une couleur particulière qui est un gris légèrement foncé qu'on appelle un gris shark. Je reprendrai la peine de vous donner le code de couleur spécifique à ce modèle. Bien évidemment on voit ici que les proportions de la caisse n'ont pas changé et on voit aussi comme je vous le disais cette plaque d'accastillage chromé sur le pare-choc qui elle est par contre très exposée, faites attention au niveau des stationnements. Bien sûr vous confirmerez, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que ces nouveaux optiques arrière sont très intéressants. Maintenant on va ouvrir le coffre, changer un peu du style habituel. Et on va parler de la contenance de celui-ci qui est assez élevée puisqu'on a une séparation 2 tiers, 1 tiers au niveau des sièges et bien sûr un fond plat qui lui cache un fond qui ne l'est pas avec la roue de secours, on en parlera. Ici les possibilités de rabattre les sièges, les fixations pour le filet
et bien évidemment les petits détails qui sont toujours sympathiques, en l'occurrence une prise 12 volts et un éclairage pour la malle afin de pouvoir voir ce qu'on fait de nuit. Ici vous allez pouvoir constater également que le fond plat contient une roue de secours réelle et non pas une galette, avec bien sûr tous les équipements nécessaires qui sont au centre dans ce petit boîtier bien fixé. Du plus bel effet, très bien réussi. On continue à parler un peu de ce design qui, comme je vous le disais, commence à se faire relativement vieux, mais qui a reçu ces nouvelles retouches qui font de lui, il évolue. On remarquera également l'ensemble rougeante qui lui n'a pas changé de la version précédente et qui garde un style totalement adapté à la voiture et au véhicule. Ces jantes sont bien sûr des 5 doubles branches très stylisées qui contiennent une branche principale et une branche secondaire triangulaire avec une partie en noir laqué qui donne un style parfaitement adapté à la voiture. Même si je ne suis pas très fan de ce design particulièrement, mais bon, ça correspond et ça ne pose pas de soucis visuels au niveau du style global. D'ailleurs, il est vrai qu'elle ressemble fâcheusement à des jantes d'importation de mauvaise qualité, mais je pense que Peugeot aurait pu faire un effort. Néanmoins, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est des choses qui sont très particulières et qui ne sont pas discutables malheureusement. Mais passons maintenant à l'endroit où on profite le plus, c'est-à-dire l'intérieur. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien les keyless, donc main sur la poignée, ouverture, et hop, on bascule dans un environnement très French style. Comme vous allez pouvoir le constater, un environnement joli, bien sûr le design n'a pas beaucoup changé, mais les matériaux si. Ici on est sur une version avec poignée chromée, retour d'accastillage chromé, intérieur en alcantara et en cuir, et comme vous voyez des surpiqûres avec une couleur distinctive. Ici un marchepied Peugeot en aluminium brossé au lit, bien sûr les sièges électriques réglables en 3 axes et en multiposition. On voit ici bien sûr un résultat qui donne un effet très cosy à l'intérieur et très confortable de prime abord. On remarquera aussi que ces plastiques, ça laisse toujours un plaisir magnifique au moment où on les enlève. Ici vous remarquerez que le siège est composé de différentes matières, tout d'abord du cuir surpiqué comme je vous l'ai dit avant, et bien sûr ce magnifique tissu pied de poule que nous affectionnions particulièrement dans les vieilles voitures. C'était bien sûr Porsche qui avait créé ce concept et d'ailleurs ça donne toujours un style assez sympathique. Donc le pied de poule, le cuir et l'alcantara font bon ménage. Ici on est dans un environnement avec des sièges englobants, confortables, style semi-baquet. Enfin, baquet, je m'avance beaucoup, mais quand même joli. Avec un bon maintien sur les flancs latéraux, ce qui donne bien sûr une très bonne conduite et un confort au quotidien sympathique. Concentrons-nous un peu sur cette porte, équipée bien sûr des vitres électriques et du réglage de rétroviseur. On remarquera ici cette distinction chromée, cuir, alu et plastique noir qui font bon ménage. Bien sûr, certaines vis apparentes font pas bon ménage non plus. Ici, on se retourne vers l'intérieur et on voit tout d'abord ces équipements spécifiques, en l'occurrence ces aérateurs d'air chromés, ce nouveau volant qui lui est badgé GT, qui ressemble fâcheusement au modèle juste en dessous, mais qui est un peu plus... comment dirais-je, un peu plus soigné, avec des accastillages en noir laqué et bien sûr des inserts chromés qui reprennent le logotage Peugeot et GT qui sont vraiment sympathiques. Bien sûr, volant qui a le haut et le bas carré qui donne un style sympathique, on remarquera aussi le Keep Line Assist. L'intérieur est tendu d'alcantara, les plastiques quant à eux sont d'assez bonne facture, assez mou, sympathique et pas très rêche au toucher. Le nouvel écran qui bien sûr est beaucoup plus grand mais on en reparlera un peu plus tard. Ici, une fois qu'on s'installe à la place conducteur, on remarque bien sûr que tout tombe sous la main de manière naturelle, de façon ergonomique, et bien sûr parfaitement intégré. Le design intérieur est très bien réussi personnellement, assez futuriste et dans le style un peu steampunk. J'aime beaucoup. Ici, on remarquera bien sûr la profusion du chrome d'alcantara et de cuir, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, ce qui est le cas dans toute la voiture et dans tout l'intérieur de la vitre. Des inserts alu poli qui donnent un effet sympathique et qui, eux, reprennent des formes assez spécifiques, typiques du... modèle qui était le prototype. On voit ici la boîte à gants qui, elle, s'ouvre avec une prétention à la détente, ce qui est sympathique et plus agréable, qui fait très caché. Bien sûr, évidemment, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais après, ces boutons-là qui apparaissent sur la console centrale font partie, eux, d'un style hérité de l'aviation, avec des boutons poussoirs, qui est très sympathique, et qui était présent d'ailleurs sur le modèle à son apparition. Juste en dessous, les petits boutons en plastique noir, eux, concerne les équipements intérieurs, en l'occurrence le chauffage des sièges et des vitres. Ici on remarquera la console centrale cerclée de chrome et de noir laqué avec les drive modes, le frein parking et bien sûr le levier de boîte automatique avec le passage en mode M éventuellement, qui est très bien fini et très joli. Ici juste en dessus on remarque le bouton Start qui lui est en aluminium brossé et bien sûr les prises 12 volts et USB, ce qui est sympathique et qui existait déjà sur le modèle précédent. On parle aussi de ces rangements centrales qui s'ouvrent en papillon, style BMW série 7, qui sont les premiers à l'avoir fait, mais qui est très confortable et qui donne une assez grande profondeur d'utilisation étant donné que la voiture est une traction et une boîte automatique. Donc, il n'y a pas de tunnel et bon, ça laisse passer des box de stockage beaucoup plus gros. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet intérieur vu qu'il ressemble furieusement à l'ancienne. À part le grand écran, rien n'a changé, si ce n'est la finition en elle-même.
et bien sûr quelques soins au niveau de la finition en termes de couture. Mais bon, ça vous allez le remarquer dans la vidéo comme vous avez pu le constater. Passons maintenant à l'arrière du véhicule. Comme vous le constatez à l'ouverture de la porte, le même traitement a été apporté à l'arrière, même combinaison de matériaux, même accastillage, même agencement. Et bien sûr, on remarquera que le confort intérieur est assez agréable. Si vous prenez un exemple comme moi d'une personne de taille moyenne assise à l'avant, à l'arrière vous avez encore assez d'espace. Ici la climatisation bizone, réglage individuel, prise 12 volts, et bien sûr les classiques prises USB qui font qu'on n'aura pas la guerre au moment de charger le téléphone sur les longs trajets. Bien sûr, c'est l'idéal pour éviter de se prendre la tête sur les voyages. Ici aussi on parlera de cet intérieur comme je vous le disais qui est très bien fini avec les fixations Isofix, avec un accoudoir central qui lui est équipé de 2 portes-gobelets. Là encore ça permettra de poser sa petite boisson tranquille. Une trappe qui nous permettra d'avoir accès au coffre sans avoir à l'ouvrir de l'extérieur. Un peu récalcitrante bien sûr parce qu'elle est toute neuve, mais ça s'améliorera avec le temps, bien sûr avec l'usage. Que dire sur cet arrière parfaitement confortable, peut accueillir 3 personnes, avec un éclairage plafonnier spécifique et individuel. Pour ajouter bien sûr à ce magnifique toit panoramique équipé de ce rideau, il est électrique bien sûr, duquel on reparle dans juste ce qui suit. Donc ne quittez pas. Je vous laisse sur une belle image du tableau de bord vu de l'arrière. Je disais donc rideau électrique qui équipe ce magnifique toit panoramique ouvrant sur la moitié de sa longueur. Qui est déjà un exploit pour une voiture ayant une forme assez particulière, étant un mini SUV si on peut le considérer ainsi. Ou du moins un mid-size SUV pour ne pas en faire enrager les gens de chez Peugeot. Donc comme je vous le disais, en comparaison avec l'ancienne, elle a un style assez particulier qui est plus affirmé et beaucoup plus agressif. Ce qui permet au modèle de vivre un peu plus longtemps et de faire un peu plus de business. Mais une fois que le capot est ouvert, on va en profiter aussi pour parler de ce moteur. Ici on parle d'un moteur 2 litres TDI, ou du moins technologie Peugeot, HDI, et de 150 chevaux, ou 180, ça dépend de la cartographie qu'il équipe, et bien sûr, vu que c'était une joint venture et qu'il équipait également les Range Rover Evoque. Bien sûr, ici, la baguette d'ouverture et de rétention du capot est de très mauvaise qualité, puisque c'est un truc manuel, alors que sur des voitures du même prix, 410 000 balles quand même, puisque à catégorie égale, les Coréens et les Allemands, eux, mettent des vérins hydrauliques, ce qui permet de retenir le capot sans avoir à mettre cette baguette. Mais bon, pour changer totalement de registre, voyons ce que donne cet éclairage et cet éclairage d'ambiance intérieure de nuit, puisque apparemment ça change l'ambiance. Et comme vous allez pouvoir le constater, le rétroéclairage du tableau de bord dans ce bleu particulier donne un côté extrêmement futuriste. Une fois que vous appuyez sur le bouton Start, tout l'intérieur s'éclaire d'un bleu particulier style Avatar et qui rebondit très très bien sur cet Alcantara gris. Ça donne une ambiance assez sympathique. Une fois l'éclairage intérieur mis en route, vous voyez que la voiture s'illumine et bien sûr met l'accent sur les choses intéressantes et bien sûr cruciales pour la conduite. Le tableau de bord, le frein parking, la boîte automatique, etc. Ici sur le tableau de bord, vous remarquerez que les cadrans, qu'on peut toujours modifier selon notre goût et notre couleur, peuvent passer de 2 couleurs différentes, soit le bleu, soit le copper, ce qu'ils appellent copper, mais qui n'est que autre que le mot cuivre. Ici, bien sûr, vous allez constater que cet écran un peu plus grand est beaucoup plus sympathique à l'usage, captif et réactif. Il agit très très bien au contact du doigt et nous permet de paramétrer différents aspects. Alors, en l'occurrence, la radio, les réglages de l'heure, la date, le positionnement, le GPS, etc. et j'en passe. Mais vous pourrez revoir tous ces détails dans l'épisode de la 3008 précédente disponible sur notre chaîne. Mais bon, là, il était question de faire trêve de palabres et de commencer les choses sérieuses, c'est-à-dire aller faire un tour avec le véhicule. Tout d'abord, l'allumer et allumer la console centrale, cette fois-ci de jour de préférence afin de pouvoir mieux apprécier les choses. Et on remarque bien sûr cette animation qui est extrêmement bien réussie. Bien sûr, ici on parle d'un véhicule équipé de fameux moteurs diesel mais avec une insonorisation quasi parfaite, puisque une fois démarré, on n'entend même pas le moteur à l'intérieur. Et vu l'état du véhicule qui est tout à fait neuf, on pourra bien sûr remettre ça sur le dos de la nouveauté des composants.
Bien sûr, les normes aussi, les normes anti-pollution sont aussi passées par là, pardon. Bien sûr, je vous préviens, cet essai sera relativement court puisque nous avons d'autres choses à discuter au fur et à mesure. Donc on va se mettre en route et tester ce véhicule. Déjà, la direction est assez agréable, on remarque que les vitres électriques sont quasi automatisées avec un bouton poussoir à double action, ce qui est sympathique. Et bien sûr, pour revenir à ce frein électrique qui lui se désengage de manière extrêmement simple et rapide. Une direction, comme je disais, agréable, du vrai beurre, et bien sûr une mobilité du véhicule qui est assurée par ce moteur qui fournit suffisamment de couple pour ne pas sentir d'à-coup. Ici, bien sûr, le véhicule est équipé d'une très belle boîte de chez Peugeot, une boîte automatique bien étagée, contrairement aux boîtes CVT desquelles je reçois des messages de la part de mes haters qui me disent que je n'y connais rien. Eh ben mon cher ami, cher haters Jean-Louis de la Hate, je te préviens mon gars, c'est vrai que les boîtes CVT, comme je vais te l'assurer, et j'espère que ça ne sera pas sanctionné par YouTube parce que c'est déjà trop tard dans la vidéo, mais ces boîtes-là c'est de la merde. Une boîte qui est équipée d'une courroie ne sert à rien, et si ta courroie elle te pète à la gueule, ça changera rien parce que tu seras immobilisé, d'accord? Ce qui ne peut pas arriver avec une boîte automatique équipée d'engrenages, le cas échéant dans le cas pour cette Peugeot. Et bien sûr, forcément, elles sont mieux, puisque je peux te citer également les boîtes Doppelkopplung de chez Porsche qui sont excellentes, ou encore le DSG de chez Volkswagen. Mais bon, trêve de virulence. Passons à la conduite, comme je vous disais, de ce véhicule, en ville extrêmement agréable, d'une douceur d'utilisation sympathique, et bien sûr une douceur de fonctionnement agréable. Tout tombe sous la main naturellement. La voiture est facile à conduire, on arrive facilement à apprécier les longueurs et les dimensions, la longueur, la largeur et les dimensions du véhicule pour éviter tout contact avec les autres, comme vous pouvez le constater sur cette image avec certains champions de la conduite. Bien sûr, le freinage est assez conséquent et assez mordant. La voiture s'immobilise de manière très confiante et rassurante. C'était tout pour ce petit tour de conduite, puisque vous pouvez voir la suite ou le prélude dans l'épisode concernant la 3008 qui était avant celle-là. Et étant donné que celle-ci est la successeuse de l'autre. Je pense que vous l'avez constaté. Donc voilà quoi, un petit épisode fait à la volée comme ça, avec total impro, vous l'aurez constaté sur les commentaires, vu qu'il n'y a pas eu d'écriture à l'avance. Eh oui, des fois on fait comme ça aussi. C'est pour être plus productif et pour vous permettre d'avoir plus de contenu plus rapidement. Maintenant on arrive à la fin de cette partie pour parler de l'autre partie, celle qui vous intéresse je pense un peu plus. Voilà, cela étant dit les amis, je vous parle ici d'une Ferrari Roma. Une Ferrari Roma de toute dernière génération qu'on a reçue pour un petit pétouille sur le pare-choc. Et bien sûr son propriétaire l'ayant reçu dans une configuration particulière, c'est-à-dire noir extérieur et intérieur, duquel je vous parlerai dans le prochain épisode pour me garder du contenu. Écoutez, tout simplement il a préféré la mettre dans un Rosso Corsa. Cette fois-ci c'est un habillage de revêtement particulier duquel nous allons parler plus tard aussi. Bien sûr pour ne pas trop charger cet épisode bien évidemment. Et bien sûr parce que je me sers d'un ordinateur de montage où je me suis rendu compte que Asus est plus très fort. Donc voilà quoi. Donc vous allez patienter pour la suite et je vous donnerai quand même quelques petites miettes pour ne pas rester sur votre faim. Puisqu'ici on va aussi aborder le sujet après l'ouverture de cette porte puisqu'on ne verra pas l'intérieur. On va aborder le sujet de cette belle Lambo. Celle-ci par contre un peu plus triste, avec un gros choc et pas un petit pétouille. Et là, on va parler du sujet plus en détail, mais comme vous vous en doutez, ça prendra une vidéo en part entière. Donc je vous laisse sur ces belles images et je vous dis d'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude sur Morocars, tchuss!